Donc en fait, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de plus toucher finalement le monde de la crypto, mais en fait, le grand public, tu vois, en fait, la data, ça concerne tout le monde. Telegram, c'est une messagerie semi-privée, que Google Cloud, finalement, c'est un cloud semi-privé. Et donc là, on accède avec ce paradigme-là à un contenu 100% privé, entre guillemets. Donc rendre le pouvoir à l'utilisateur, ça me paraît être un truc super important. Et donc c'est pour ça qu'on a développé le protocole Keyring, qui consiste à donner à l'utilisateur de décider quelles données il partage, avec qui et quand. Si tu veux utiliser le protocole sans Ledger, avec d'autres wallets, encore une fois, Ledger n'a pas son mot à dire. Salut à tous, bienvenue sur Crypto Coulisses. Cette semaine, j'accueille Charles Guillemet, qui est CTO de Ledger, donc le leader mondial des hardware wallets. Salut Charles. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de Keyring, qui est votre nouveau protocole pour chiffrer la donnée, mais on va aussi revenir sur d'autres sujets qui concernent Ledger, à savoir l'ancienne polémique sur Ledger Recover, voir un peu ce qui s'est passé et ce qui maintenant, où est-ce qu'on en est. Vous avez lancé aussi deux nouveaux hardware wallets, donc Flex et Stacks. Donc on va voir un peu quel est l'intérêt de ces deux hardware wallets. Votre carte bancaire aussi, vous avez lancé en collaboration avec Banks. Mais déjà, pour commencer, je te propose de démarrer avec le protocole Keyring. En gros, comprendre c'est quoi l'intérêt, dans quelle logique vous l'avez créé. Avec plaisir. Du coup, je vais peut-être donner un peu un tour d'horizon des blockchains et pourquoi c'est intéressant. Pour moi, les blockchains sont très intéressantes parce qu'elles permettent de rendre le pouvoir à l'utilisateur sur ses données, sur sa valeur, sur ses cryptos, sur son identité, etc. Et ça, c'est possible grâce à deux choses. D'un côté, tu as le consensus décentralisé. D'un autre côté, tu as la self-custody. Self-custody, c'est-à-dire que tu possèdes tes clés, tu les mets dans ton wallet, dans ton hardware wallet, c'est mieux. Et tu es le seul à pouvoir signer les transactions et posséder ta donnée et tes cryptos. Comme on dit, not your keys, not your coin. Et d'un autre côté, tu as le consensus décentralisé. Ça, c'est ce qui permet d'avoir de la résistance à la censure. Personne ne peut t'empêcher de posséder ta valeur et de la transacter. Et ces deux propriétés sont très importantes. Et typiquement, le consensus décentralisé, c'est une propriété pour laquelle je suis particulièrement vigilant parce que les développements que je vois un petit peu dans les blockchains aujourd'hui, elles peuvent avoir tendance à sacrifier un peu la décentralisation et la résistance à la censure au profit de la scalabilité. Et pour moi, c'est pas forcément un bon trade-off, mais c'est pas vraiment le propos. Donc pour introduire Keyring Protocol, j'aime bien revenir un peu sur les différentes propriétés qu'on a en cryptographie. Tu as 4 propriétés, désolé pour le cours de mathématiques. Tu as l'authentification, l'intégrité, la non-repudiation et la confidentialité. Les blockchains et le monde de la crypto implémentent très bien les 3 premières. L'authentification, ça veut dire que tu vas prouver que tu es celui que tu prétends être, pour que ce soit ton identité, que tu prouves que tu possèdes des bitcoins. Quand tu dépenses des bitcoins, en fait, tu prouves avec ta clé privée que tu es bien celui qui possède les bitcoins que tu es en train de dépenser. Et cette authentification, elle est vérifiée par les blockchains de manière décentralisée. Ça, c'est un truc qui est assez nouveau, qui est introduit par les blockchains et qui est assez fort. Quand tu te connectes à un site web, tu vas prouver que tu es celui que tu prétends être en donnant ton login et ton password ou en faisant un passkeys ou en faisant d'autres méthodes d'authentification. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est s'assurer que l'ensemble des données sur la blockchain, elles n'ont pas été altérées et c'est bien elles sont bien correctes. Et ça, c'est assuré assez simplement avec un système de chaînage de blocs. Les blockchains sont des blocs chaînés. Et elles sont chaînées grâce avec un algorithme de hachage. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est ce qui donne la propriété d'immutabilité qui permet à tout le monde d'être sûr que la blockchain n'a pas été altérée et que ce qui est écrit dedans, c'est correct. La troisième propriété, c'est la non-répudiation. Ça veut dire que tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas signé une transaction dans le passé. Parce que déjà, elle est sur la blockchain, qui est immutable, parce que tu l'as cryptographiquement signée, et parce qu'elle a été timestampée. Donc, elle est dans la blockchain, à tel endroit, à tel moment, avec la preuve que tu l'as bien signée. Donc ça, ces 3 propriétés, elles sont bien remplies par les blockchains et par le monde de la crypto. Mais quand on arrive sur la 4e propriété, qui est assez importante, la confidentialité, être capable de dire, tu décides qui peut accéder à tes data ou non. Enfin, donc, la confidentialité, c'est de dire que tu décides que les autres, par défaut, ne peuvent pas y accéder. Ça, c'est pas bien assuré du tout. Il y a très peu de blockchains qui implémentent de la confidentialité. Et en fait, l'ensemble des transactions en question de blockchain, elles sont visibles de tous depuis le début de la blockchain. Depuis l'inception de la blockchain, tout est transparent.
Sauf pour des blockchains, peut-être. À part pour les quelques blockchains qui implémentent de la confidentialité, comme Zcash, Monero pour les L1, il y a quelques L2 aussi qui implémentent ça. Et quand tu regardes du côté utilisateur, en tant qu'utilisateur, comment tu fais pour avoir le pouvoir sur tes données et décider qui peut y accéder? En fait, là, il n'y a rien. Et ça vient un peu du paradigme de Internet, en fait. Et surtout, ce qu'on appelle Web 2, toute la vague qu'on a eue avec Google, Facebook, tous les gros mastodontes qu'on a aujourd'hui. En fait, ils ont gagné de l'argent avec la data d'utilisateur en rendant leurs services gratuits et du coup en gagnant de l'argent sur les données de l'utilisateur. Comme on dit, si le service est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je trouve ce motto est assez correct. Et en fait, on est parti de ce paradigme-là et c'est sur ces bases-là qu'on a créé le monde de la blockchain. Et je pense que c'est pas un bon paradigme. C'est pas un paradigme surtout qui correspond aux valeurs des cryptos, des blockchains. Les cryptos, la blockchain, c'est l'empowerment, c'est la capacité de vraiment posséder ta valeur, ton identité et aussi tes données. Donc rendre le pouvoir à l'utilisateur, ça me paraît être un truc super important. Et donc c'est pour ça qu'on a développé le protocole Keyring, qui consiste à donner à l'utilisateur un moyen de décider quelles données il partage, avec qui et quand. Ok. Donc, si on veut le faire vraiment simple, c'est ça. Si on veut faire une petite métaphore, on peut dire donc un keyring, c'est un anneau de clé. Donc, dans le monde physique, tu imagines un anneau de clé qui ouvre tout un tas de coffres. Dans ces coffres, tu vas mettre je sais pas, des photos physiques par exemple. Tu vas pouvoir être capable de dupliquer ces clés, de choisir à qui tu les donnes. Et donc, les gens à qui tu les donnes, ils vont pouvoir ouvrir les coffres et regarder les photos. Tu vas pouvoir avoir la notion de master key. Donc, d'avoir des clés spéciales qui te permettent d'ouvrir des groupes de coffres. Et tu vas avoir aussi la capacité de changer la serrure du coffre. Et ça, c'est la key revocation, c'est la capacité de faire une rotation de clés. Donc ça, dans le monde physique, c'est ça. Dans le monde digital, on utilise le device ledger pour générer ces clés de chiffrement. Et on a la notion de master key, encore une fois, qui va te permettre de chiffrer un dossier, par exemple. Et ensuite, tu vas avoir des clés individuelles qui vont pouvoir chiffrer granulairement des fichiers, voire même des lignes dans un fichier. Si tu as envie, tu peux vraiment aller aussi granulaire que tu veux. Tu vas chiffrer donc ces données avec les clés de chiffrement qui ont été générées par le device ledger. Et tu vas pouvoir les partager avec qui tu veux, quand tu veux. Et tu vas pouvoir avoir la capacité aussi de faire des rotations de clés, comme je disais. Si tu veux plus que telle personne ait accès à telle data, tu as juste à faire une rotation de clés. Et d'ailleurs, telle personne, en fait, c'est telle adresse finalement. Alors après, ces clés, tu vas pouvoir les partager à peu près sur le médium que tu veux. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu peux décider que ce soit des utilisateurs blockchain. Donc effectivement, tu peux renvoyer ces clés de chiffrement à une adresse Ethereum en chiffrant avec la clé publique qui correspond à l'adresse Ethereum. Si on simplifie, ça fait ça. Mais tu peux très bien dire que tu les partages sur un autre médium. C'est assez indépendant en fait des blockchains, quoi. Quand tu vis sur un autre médium, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, je les partage, je sais pas, sur WhatsApp ou par mail. Tu peux très bien imaginer un protocole de communication dans lequel en fait, quand on dit sur WhatsApp ou par mail, on imagine qu'on va envoyer le fichier dans WhatsApp, etc. Ouais. On peut faire ça, mais on peut aussi imaginer un truc où dans l'UI, tout est caché et tu as juste à cliquer sur un bouton, accepter sur ton device, oui, je veux bien partager cette ressource avec telle personne. Et ça se fait under the hood. Pas besoin forcément d'envoyer des fichiers de clés, tu vois. Voilà. Donc le protocole high level, c'est celui que je viens de décrire. Après, comment on l'utilise, comment on l'implémente, donc là, il y a tout un tas de use cases. Le premier use case qu'on a implémenté à Ledger, c'est simplement les données locales de Ledger Live. Donc Ledger Live, c'est le wallet qui te permet de gérer tes cryptos, les envoyer, recevoir, faire du trading, buy, sell, swap, stake, toutes les fonctionnalités qu'on a dans Ledger Live. Et donc, dans Ledger Live, il y a besoin d'avoir de la donnée du cache de Ledger Live qui va lister la liste de tes comptes, qui va connaître aussi quelle est ta balance, qui va connaître les listes de transactions, qui va connaître tous les settings de ton Ledger Live. Et ça, c'est une donnée que tu as envie qu'il soit confidentielle. Tu n'as pas forcément envie de partager ta position de Ledger Live à chaque instant. Peut-être tu as envie, mais peut-être tu n'as pas envie. Et du coup, donner la capacité à l'utilisateur de choisir ça, pour nous, c'est important. Et aujourd'hui, les problèmes qu'on voulait résoudre, c'est se dire, tu as un Ledger Live sur ton téléphone, un Ledger Live sur ton ordinateur,
Et aujourd'hui, les deux ont leur cache local et n'ont pas moyen de communiquer. Et si on voulait les faire communiquer, dans le monde Web 2 habituel, ce qu'on fait, c'est tu crées un compte Ledger, tu envoies toute ta data à Ledger, donc la liste de tes comptes, la liste de tes transactions, etc. Et ensuite, quand tu te connectes avec ton autre instance de Ledger Live, tu récupères, tu te re-authentifies avec ton compte, encore l'authentification, et Ledger te renvoie toute ta data. C'est-à-dire que du coup, Ledger stocke la data sur ses propres serveurs. Quoi. Ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse si on voulait le faire dans l'ancien monde. Ça, c'est le monde Web 2. C'est le monde Web 2. Mais nous, on va faire le monde Web 3 où toi, en tant qu'utilisateur, tu n'as pas forcément envie de partager ta data avec Ledger, parce que je comprends complètement. Et par contre, tu aimes bien avoir cette feature. Cette feature, c'est une feature normale à laquelle tu es habitué. Tu ne comprends pas pourquoi elle n'y est pas dans Ledger au final. Et donc, la façon de résoudre ça, c'est sur ton premier Ledger Live, tu crées tous tes comptes, tu fais des transactions, tu choisis tous tes paramètres de Ledger Live, si tu es en dark mode, etc. Bon, tous ces paramètres-là, tu les enregistres localement sur ton téléphone, disons, et avec ton device, tu vas utiliser Keyring Protocol pour générer des clés, chiffrer toute cette donnée. L'envoyer sur un serveur. Maintenant, on se fiche du serveur un peu parce que tout est chiffré et en fait, le seul qui a accès, c'est toi avec ta clé. Et ensuite, tu vas donner l'accès à ton autre Ledger Live grâce à ton device Ledger. Ton device Ledger, tu vas dire est-ce que tu veux partager la clé. En fait, on a fait une UX qui dit est-ce que tu veux synchroniser Ledger Live. Tu dis oui, avec tel device, tel téléphone par exemple, tu dis oui, et là du coup les deux Ledger Live vont partager cette clé de chiffrement-déchiffrement et vont être capables de synchroniser grâce à la donnée qui est stockée de manière chiffrée sur les serveurs. Et donc dès que tu changes par exemple le nom de ton compte Bitcoin account numéro 3 d'un côté, ça va changer de l'autre côté. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé une communauté d'investissement pour permettre à chacun d'investir dans des fonds de trading crypto triés sur le volet. En moyenne, le ticket d'entrée pour ces fonds est de minimum 100 000 € et je vous permets, grâce à cette communauté, d'y investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en commentaire. C'est reparti pour l'interview. Et ça, c'est intéressant parce que je trouve que ce use case, c'est un peu un nice to have parce que tu pourrais vivre sans, mais c'est intéressant pour montrer en tout cas le potentiel du protocole. Et ce qui est intéressant, je trouve, en lisant la page, alors je précise, c'est pas un épisode sponsorisé, c'est-à-dire que je trouve juste le protocole peut apporter de l'utilité au hardware wallet Ledger parce qu'on n'est plus juste sur du transfert de valeur en tout cas, mais aussi de data. Par exemple, ça pourrait être de la collaboration, tu vois, même crypter des messages, crypter des fichiers, crypter des Exactement. Donc, data. On imagine tout un tas de use cases. Si aujourd'hui tu penses à Telegram, on a beaucoup parlé de Telegram, etc. Et en fait, Telegram, ce qui se passe, c'est que Telegram a accès à l'ensemble de tous les messages de tous les utilisateurs et de tous les channels qu'il y a sur Telegram. Les gens font semblant que c'est pas important. Pour moi, si, ça l'est. C'est un vrai problème. Et en fait, si tu imagines utiliser Keyring Protocol pour réimplémenter un Telegram dans lequel Telegram a plus accès aux data, c'est complètement possible en fait. Tu as le système de génération de clés, de chiffrement, la notion de groupe de clés. Donc tu vas pouvoir créer des groupes avec des conversations et des gens qui ont tous leurs clés dedans. Et ensuite, tu as juste à faire du chiffrement de bout en bout, comme Signal le fait d'ailleurs. Sans que et après tu peux stocker les messages sur Telegram ou pas, là tu peux, c'est un détail d'implémentation, j'ai envie de dire, mais de toute façon ces data elles sont toutes chiffrées par les utilisateurs eux-mêmes et Telegram n'y aurait pas accès dans ce modèle là. Donc c'est assez puissant et clairement ça va beaucoup plus loin que les cryptos en fait. Moi, je pense à un autre use case. Je parlais tout à l'heure de mettre des photos dans des coffres. Si on imagine Google Photos, qu'est-ce que c'est Google Photos? C'est un software développé par Google dans lequel tu mets tes photos, tu les envoies à Google, et quand tu veux les partager, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Google si Google veut bien partager l'accès à tes photos avec quelqu'un d'autre. Tu réfléchis, c'est un peu bizarre en fait. C'est tes photos, non? Donc, si tu imagines un Google un peu souverain, un Google Photos souverain, donc sans Google, ce que tu vas faire, c'est récupérer toutes tes photos, les chiffrer individuellement avec des clés de chiffrement qui viennent de ton device Ledger. Tu as la notion de groupe de clés qui va te permettre de chiffrer un folder.
T'envoies tout ça sur n'importe quel serveur, ça peut être le tien, ça peut être AWS, ça peut être ce que tu veux. Ça peut même être Google Drive si tu as envie. De toute façon, à la fin, Google ne peut pas déchiffrer tes datas. Ouais. Et ensuite, tu vas partager ces clés aux gens avec qui tu veux. En fait, là, tu crées un bouton partage de photos. Et ce partage de photos, ça veut dire que tu envoies une clé de déchiffrement à la personne que tu veux, avec qui tu veux partager telle photo. Qui n'a pas besoin d'avoir un ledger. Qui n'a pas besoin d'avoir un ledger. Pas du tout. Mais comment, du coup, elle matérialise, entre guillemets, elle manifeste son identité c'est juste en détenant la clé, en fait. Du coup, encore une fois, là, ce que je décris, c'est le protocole. Oui, après la façon dont on l'implémente, tu peux très bien dire que tu l'envoies à une adresse Ethereum, tu peux très bien dire que tu l'envoies sous forme de fichier dans Twitter, si tu as envie, enfin dans Twitter, dans les DM. En fait, ça tout dépend comment tu l'intègres après. Ouais. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça met en valeur le fait que, par exemple, Telegram, c'est une messagerie semi-privée, que Google Cloud, finalement, c'est un cloud semi-privé. Et donc là, on accède, avec ce paradigme-là, à du contenu 100% privé, entre guillemets. Oui, exactement. Moi, je trouve le paradigme vraiment intéressant du Web3, je reviens là-dessus, c'est de rendre le pouvoir à l'utilisateur. L'utilisateur qui possède vraiment son identité, ses cryptos, sa valeur, et sa data. Et aujourd'hui, ce truc-là, c'est manquant. Il n'y a pas le moment où, en tant qu'utilisateur, quand on passe dans le monde Web3, on n'a toujours pas sa data, en fait. Et pour moi, ça, c'est un véritable problème. Et si on imagine d'autres use cases, beaucoup plus crypto, aujourd'hui, quand tu te connectes à une DApp, la DApp, elle a aucun espace de stockage de toi en tant qu'utilisateur. Elle sait t'authentifier, tu fais un connect wallet et tac, elle t'authentifie parce que tu as signé un message ou voilà, tu fais un connect wallet. Mais elle ne garde pas en base de données ton wallet, par exemple? Ou si, quand même, ça... Du coup, soit elle garde chez elle ta data, et du coup, là, c'est pas super. Mais en fait, en pratique, la plupart du temps, ce que les DApp elles font, c'est que la seule data qu'elles ont de toi, c'est de la data qui est on-chain. Donc, tu arrives avec ton connect wallet, elle récupère 50 de la chaîne, c'est déjà 50, mais elle récupère cette donnée-là, et elle te montre quel est l'état de ta position AV en ayant les cherché sur la blockchain. Et aujourd'hui, ils ne stockent pas plus parce que du coup, il n'y a pas vraiment de capacité, en fait. Donc, si en offrant ce nouveau protocole, en fait, j'ai l'impression que ça va déloquer tout un tas de use cases où AAV et d'autres vont pouvoir se dire, en tant qu'utilisateur, j'ai envie de stocker davantage de data sur, je sais pas, les trucs qui sont autour de ton environnement sur AAV. Pas seulement on-chain, en fait. Et pas du tout on-chain. Et en tant qu'utilisateur, du coup, tu la chiffres avec tes clés Keyring Protocol, tu stockes cette data quelque part. Donc nous, on va offrir des serveurs qui permettent de stocker cette data chiffrée, mais tu peux la chiffrer localement. Nous, on offre ça par convenience. Et on pourrait penser à quel type de data, par exemple, pour AAV sur AAV, ça peut être, je sais pas, tous les settings que tu as dans AAV, ça peut être... Aujourd'hui, vu que cette capacité n'existe pas, on n'a pas créé du use case qui l'utilisait, en fait. Donc là, il faut réfléchir un peu pour chacun des use cases, mais en fait, quand tu réfléchis dans les services Web 2, il y a tout un tas de data qui t'appartiennent, que le service Web 2 stocke de son côté. Et les services Web 3, il y en a assez peu parce que justement, il n'y a pas cette capacité. Oui, carrément. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que aucune d'apps, application décentralisée, n'a un CRM, en fait, dans lequel ils vont stocker leurs données clients, ce qui peut être un problème pour après débloquer des actions de marketing. Exactement. Et même, par exemple, garder en mémoire, par exemple, tu vois, les wallets qui n'ont pas fait de transaction on-chain, mais juste qui se sont connectés à la dApps, en fait. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et après, j'avais vu sur le site aussi, je crois, revenons aussi sur le partage de fichiers. Bon, ça, je trouve ça hyper intéressant. Après, tu peux aussi dire, voilà, au sein d'une même entreprise, tu peux partager certaines données sans la partager à toute l'entreprise et peut-être... Exactement, le protocole est très très granulaire. Comme je dis, tu décides exactement ce que tu as envie de chiffrer avec telle clé. Et vu que tu as cette notion de groupe de clés, en fait, tu peux chiffrer des choses très granulaires avec une clé. Et dès que tu veux et chiffrer l'ensemble qui est plus gros avec une clé de groupe. Et du coup, ensuite, tu choisis est-ce que tu partages la clé de groupe ou la clé granulaire à telle personne, etc. Et du coup, tu peux vraiment faire des choses très granulaires. Et si tu imagines... je sais pas, de la collaboration à la Google Docs, tu vois, où tu veux soit partager le fichier complet ou soit partager les lignes impaires avec telle personne. En fait, tout ça, tu peux le faire. Ouais.
Mais ouais, encore une fois, c'est-à-dire que les personnes qui vont, entre guillemets, donner des clés à partir de leur ledger, il faut vraiment qu'elles fassent attention, même dans le cadre d'une boîte, à ne pas perdre leurs clés, parce que là, sinon, potentiellement des données assez sensibles, tu peux y perdre accès. Alors du coup, Alors bon, il y a Recover, du coup, peut-être qui est là pour... Ouais, ce qui est assez fort, ce que j'allais dire, c'est que aujourd'hui, quand tu dois gérer des clés supplémentaires et des passwords supplémentaires, c'est un peu pénible parce que tu te retrouves à gérer des tas de secrets et les humains sont assez mauvais pour ça. Et c'est pour ça qu'ils ont le même password sur tous les websites. Les gens le savent. Enfin, en tant qu'humain, on n'est pas très bon à faire mieux en fait. Et du coup, je trouve que le BIP 39 et BIP 32, le fait d'avoir une seed et d'être capable de la dériver, en fait, c'est un truc qui est assez fort. Dans le sens où tu n'as qu'un seul secret à te souvenir, à créer le backup, etc. On pourra parler de recover juste après si tu veux. Tu n'as que ce secret-là à connaître. Et à partir de ce secret-là, tu vas pouvoir dériver l'ensemble de tous tes secrets, que ce soit des secrets blockchain ou des secrets de chiffrement, de partage de Google Photos sans Google. Ouais, c'est juste avoir un master password. T'as le master et du coup, une fois que t'as eu la peine de générer ce secret et de le sécuriser, tu l'as fait bien une fois. Bah, en fait, c'est bon. Là, tu as sécurisé toute ta vie numérique avec ce master secret et tu n'as pas besoin de gérer 1 million de passwords dans tous les sens, ce qui est super pénible. Et du coup, ça, c'est un protocole qui est quoi? Qui est open source et parce que là, l'idée, en fait, vous avez développé l'architecture et j'imagine que derrière, l'idée, c'est surtout de développer des applications pour pouvoir tirer parti de ce protocole. Par exemple, on parlait de messagerie, on parlait de Drive. En fait, il y a tout qui est à construire sur ce protocole. Est-ce que vous avez cette vision de développer vous-même ces applications où tu dis, voilà, ça va être open source et il y a plein d'apps qui vont se bâtir en plus à partir du protocole? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, on a créé le protocole, on l'a designé, on a fait un white paper. On est toujours encore dans la phase où on récupère un peu. Enfin, on a passé pas mal de temps à récupérer des feedbacks de cryptographeurs, de gens qui connaissent vraiment la sécurité et la cryptographie, s'assurer qu'on n'a rien oublié. Donc, on en est là. On a créé une instance qui utilise le protocole, c'est ce qu'on appelle Ledger Sync, la capacité à avoir 2 Ledger Live qui se synchronisent l'un avec l'autre, sans que Ledger ait accès à tes données. Donc c'est un peu votre premier use case. C'est le premier use case qui est très simple, j'en conviens. Mais c'est pour montrer c'est pour montrer que ça existe, ça marche, et en plus on résout un problème qu'on voulait résoudre depuis toujours, sans avoir la donnée de l'utilisateur. Et en fait, quand tu y penses, oui, tu as envie d'avoir cette synchronisation, mais tu n'as pas envie de donner ta data à Ledger. Et en fait, résoudre les deux, c'est pas si simple. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le faire bien. Et du coup, on a créé ce truc qui est vachement plus générique et qui permet de faire beaucoup d'autres choses. Donc, on commence à imaginer tout un tas de nouveaux use cases. Est-ce qu'on va les implémenter tous nous-mêmes? Je pense pas. En fait, moi, j'ai vraiment envie que les gens s'en emparent et qu'ils trouvent ce truc intéressant, qu'ils implémentent le protocole même en dehors d'un device ledger. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, c'est un protocole, il est interopérable. Si tu as envie de l'implémenter sur un autre wallet que Ledger, super quoi. À la fin, comme ça, c'est interopérable et ça marche sur tous les wallets. Etc. On va créer un SDK qui va te permettre de facilement utiliser le protocole et de créer ton Google Photos sans Google ensuite. Est-ce que nous, on va implémenter d'autres use cases? J'ai envie de dire oui. Lesquels en premier? Ça, je sais pas trop. Le Google Photos sans Google... j'ai pas l'impression que ce soit le cœur de métier de Ledger, tu vois. Après, ça pose des problèmes d'architecture parce que faut savoir où tu vas les stocker. Enfin, j'en sais rien, mais ça pose pas mal d'autres. Oui, effectivement. Quand tu commences à creuser le truc, c'est jamais aussi simple que ce que ça en a l'air. Ça en a l'air. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que le cœur de métier de Ledger, c'est pas de créer des Google Photos. Mais par contre, de créer la brique de sécurité qui te permet de faire un Google Photos souverain et pour lesquels les utilisateurs ont accès à leur data, moi ça me paraît être le cœur de Ledger. Ledger, nous on crée des outils qui permettent aux utilisateurs d'être empowered sur leur vie numérique en fait. Mais je me dis du coup, est-ce qu'il y aura une sorte, tu vois, d'App Store version Ledger où je sais pas donc si on part du principe que le protocole est open source et que tout le monde pourra construire des applications dessus, est-ce que il y a quand même Ledger qui va réguler ces applications, modérer les applications créées et quitte à carrément les centraliser sur Ledger Live? Du coup, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que ça va être y avoir de la modération ou pas?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, l'endroit où il y a de la modération, c'est dès qu'il y a une application qui tourne sur ton device, typiquement Bitcoin, Ethereum et les 200 et quelques applications qui tournent sur notre device. Tu peux très bien écrire une application et la loader sans Ledger. Et quand tu vas la lancer, il va y avoir un warning. Attention, cette application n'est pas, je ne sais plus ce qu'il y a écrit exactement, mais elle n'est pas signée par Ledger en tout cas. Soit tu as cette possibilité, ou soit tu veux que cette application soit dans le store Ledger. Et là, du coup, il faut rentrer dans un process de revue de sécurité et ce genre de choses. Aujourd'hui, ça, c'est un guardrail qu'on a et on va pas l'enlever pour des questions de sécurité simplement. On ne veut pas que des applications... t'installes une application qui n'a rien à voir et ça va te vider tes bitcoins. Oui. On va éviter ça. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ce qui rentre dans notre store. Après, ceci dit, le protocole, c'est un protocole ouvert. Donc aujourd'hui, on a une application qui Ledger Sync qui permet juste de faire la synchronisation. Demain, je pense qu'on va plutôt développer, en plus du SDK, une application générique qui dit est-ce que tu veux partager cette ressource à cette personne-là, donc qui sera générique, et avec cette application Keyring, je ne sais pas comment on va l'appeler, j'imagine un truc comme ça, ça sera possible d'utiliser directement cette application pour développer ton Google Drive sans Google. Et là, il n'y a pas d'intervention de Ledger en fait. Et encore une fois, si tu veux développer... si tu veux utiliser le protocole sans Ledger avec d'autres wallets, encore une fois, Ledger n'a pas son mot à dire. Ok, ouais, c'est intéressant. Tu vois, je pense à un autre use case où justement tu commences à avoir des hackers qui commencent à créer des applications en se basant sur ce protocole et qui vont en fait drainer les hardware wallets qui détiennent de la crypto. C'est-à-dire que tu pensais finalement mettre tes photos sur un espèce de Google Cloud qui utilise ce protocole et en fait en signant la transaction pour, je sais pas, partager tes photos, tu te retrouves à avoir ton wallet drainé. Est-ce que c'est un cas envisageable? C'est pour ça que j'ai mis le petit warning en préambule. C'est que dès qu'il y a une application qui tourne sur le hardware wallet, là du coup il y a une revue de sécurité de Ledger. Et ce qui se passe pour les clés de chiffrement de Keyring Protocol, elles ont exactement rien à voir avec toutes les clés de crypto de wallet, de crypto de blockchain. Et du coup, accéder à ces clés de chiffrement, ça ne te permet pas de faire quoi que ce soit sur les cryptos que tu possèdes. D'accord, ok. Mais ça veut dire que potentiellement, donc, dès qu'il y a une action à valider depuis le hardware wallet Ledger, vous devriez l'avoir validé en amont quand même, l'application ou... Dès que tu développes une wallet une application qui tourne sur ton hardware wallet, là, celle-là, il faut qu'on la valide. Ok, d'accord, c'est ça. Et je te dis, donc aujourd'hui, l'application qu'on rajoute qui permet de faire la synchronisation entre les deux Ledger Live, elle s'appelle Ledger Sync. Et quand tu la lances, il y a écrit est-ce que tu veux synchroniser tel live avec tel live? Et tu dis oui. Et si on imagine une application plus générique, et je pense que c'est ça qu'on va faire, qui permet d'utiliser Keyring Protocol, cette application sera développée par Ledger. Et quand tu la lanceras, il y aura écrit est-ce que tu veux partager telle ressource avec telle personne, identité, et là tu accepteras. Mais ces deux applications, elles touchent jamais à tes clés de crypto. Pendant que, par exemple, l'application Bitcoin, elle est capable de toucher tes clés Bitcoin. L'application Ethereum, tes clés Ethereum, etc. Il y a une ségrégation comme ça. Ok, il y a une ségrégation. C'est intéressant parce que sur le modèle, on se rapproche un peu de l'App Store où App Store, tu vois, Apple va avoir quelques applications à eux sur l'App Store, mais aussi plein d'applications externes de tiers qui vont être validées. Exactement. Et donc vous allez valider en fait ces applications qui seront listées en fait sur le Ledger Store. Je sais pas comment ça s'appellera, mais sur le Ledger Manager. Aujourd'hui, on a déjà, je sais pas, plus de 200 applications. La plupart ont été développées par des tiers, souvent par les développeurs de la blockchain. Parfois, la blockchain paye d'autres développeurs pour implémenter ces applications. Et avant qu'elles arrivent sur le manager, nous, on fait des revues de sécurité. Enfin, nous, ou des labos externes d'ailleurs. On fait des revues de sécurité. On s'assure que l'application Hedera, elle touche bien que aux clés de Hedera. Et que quand tu signes une transaction, tu n'es pas en train de vider ton wallet. Enfin, tout ce genre de propriétés de sécurité. Ok, très clair. Et c'est quoi, d'un point de vue business model, comment vous pensez le monétiser? Est-ce que finalement l'idée c'est quand même d'apporter plus de valeur au hardware wallet et donc de vendre plus de hardware wallet, ou l'idée c'est aussi d'avoir, je sais pas, un modèle SaaS avec du récurrent Alors aujourd'hui, on n'a pas commencé à développer un business model autour de ça. Aujourd'hui, on veut juste rajouter de la valeur à l'offre qu'on a au global, à la fois à Ledger Live, à la fois au hardware wallet, et en plus donner
la possibilité d'ouvrir, de créer des use cases qui sont différents des cryptos. Ce qu'on avait déjà commencé avec l'application SecurityKey. SecurityKey, ça implémente le protocole FIDO2. FIDO2 qui est plus connu sous le monde de Passkeys. Passkeys, c'est un peu le nom commercial de FIDO2. Et donc, sur les device ledger, tu as une application qui s'appelle SecurityKey et qui te permet de t'authentifier avec ton device ledger sur tous les sites qui implémentent Passkeys. Donc, par exemple, les exchanges commencent tous à l'implémenter. C'est plutôt bien. C'est mieux d'avoir un Passkeys que d'avoir un login et un mauvais password. Et typiquement, tu peux utiliser ton device ledger pour t'authentifier sur Binance, Coinbase, Kraken, tous ceux qui implémentent Passkeys. Et donc ça, c'est une des premières applications non crypto-related, parce que je dis Binance, mais en fait, il y a tout un tas de sites web qui implémentent Passkeys et c'est super bien. Et tu peux utiliser ton device ledger pour ça. Il y a même des sites gouvernementaux où tu peux utiliser Passkeys pour t'authentifier avec. Et non, donc bientôt tu pourras payer tes impôts avec ton ledger, enfin en connectant avec ton France ledger. Digital l'implémente pas encore, mais il y a d'autres pays où effectivement tu peux t'authentifier sur ton service d'impôt, par exemple, avec ton device ledger. J'aime bien l'idée. Ok, cool. Donc en fait, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de plus toucher finalement le monde de la crypto, mais en fait, le grand public, tu vois, en fait, la data, ça concerne tout le monde. Exactement, en fait, de plus en plus, la vie des humains, elle se passe de manière digitale. Ça, je pense, c'est indéniable. On passe beaucoup plus de temps sur nos écrans. Les choses qui ont de la valeur pour nous, elles sont dans le monde physique, mais elles sont aussi dans le monde digital de plus en plus. Et du coup, sécuriser ce monde digital, ta vie digitale, tes données digitales, tes cryptos, c'est un truc qui devient de plus en plus important parce que ces données digitales, elles ont de plus en plus de valeur pour nous en tant qu'humains, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec Ledger au global. On pense beaucoup aux cryptos parce qu'en fait, pour les cryptos, c'est la correspondance. Les cryptos ont de la valeur et il faut pas les perdre. Elle est directe, en fait. Quand c'est pour ton identité, c'est un peu moins clair. Quand c'est pour l'accès à ton compte Instagram, c'est un peu moins clair. Enfin, ça dépend à qui tu demandes. Il y a des gens qui se disent ils veulent vraiment pas perdre leur accès à Instagram. Donc, si on est capable de leur donner des outils pour pouvoir sécuriser cet accès et les données qui sont dessus, je pense qu'on résout un vrai problème. Ouais, c'est intéressant. Surtout que si on prend Twitter, il y a quand même eu pas mal de hacks de comptes ces derniers temps. Effectivement. C'est un truc qui pourrait être évité. Complètement. Yes, intéressant. Cool d'avoir parlé de Keyring. On peut parler maintenant peut-être d'autres actualités de Ledger. Yes.